Donc, bonsoir tout le monde. Très contente d'être parmi vous. Et donc, moi, je parlerai aujourd'hui des pièges et artefacts en imagerie, mais spécifiquement de la pathologie cérébrovasculaire. Donc, pour ce fait, j'ai donc partagé un petit peu mon propos en trois grandes parties pour parler des pièges en pathologie vasculaire ischémique. Quelques mots sur quand même les pièges en pathologie vasculaire hémorragique et enfin les thromboses veineuses cérébrales qui peuvent parfois aussi poser quelques problèmes. Donc, tout d'abord, les artefacts en imagerie de la VC ischémique, et comme vous le savez tous, le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral ischémique est généralement un diagnostic facile à la fois sur le plan clinique et sur le plan aussi de l'imagerie, quand elle montre bien sûr des images, comme vous le voyez, typiques localisé au niveau d'un des territoires vasculaires connus. Par contre, comme je vais vous le montrer, la situation n'est pas toujours facile. Et parfois, bien sûr, on peut avoir des difficultés à l'interprétation de certaines images et en particulier à certains artefacts, que ce soit sur l'imagerie du scanner ou bien sur l'imagerie IRM. Donc, voilà, j'ai choisi de présenter mes diapositives sous la forme de cas cliniques qu'on va voir ensemble. Donc, le premier cas, c'est un patient âgé de 75 ans qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui se présente pour une hémiplégie droite installée depuis quelques jours. Et je vous montre un petit peu à la fois le scanner, donc j'ai essayé de mettre le CT, ça c'est valable pour toute la présentation. Donc le CT-, bien sûr, c'est le scanner C-. Le T1, c'est les séquences T1 en IRM, T2, DW1, c'est pour la diffusion. Et bien sûr, le flair, vous le reconnaissez. Donc, je vais utiliser justement pour faciliter un petit peu le suivi de la présentation. Donc, je reviens à notre patient. Donc, il présente une hypodensité qui apparaît sur le scanner comme une hypodensité un peu triangulaire à base externe, essentiellement frontale, qui apparaît en hyposignal T1, en hypersignal flair et T2, avec sans aucune prise de contraste, mais avec une diffusion qui est négative. Donc, ça peut un peu justement prêter un petit peu à confusion, même si les aspects ne sont pas tout à fait typiques, en particulier le caractère un peu hétérogène de cette lésion sur les séquences T2 et FLR, et surtout la normalité de la diffusion pour un malade qui vient de faire une hémiplégie. Effectivement, le diagnostic dans ce cas-là, qui peut prêter à confusion avec un accident vasculaire cérébral, c'est les astrocytomes de bas grade qui peuvent justement ne pas donner aucun effet de masse sur la ligne médiane, aucune prise de contraste, et bien sûr avec une diffusion qui est normale. Une deuxième situation, qui est aussi une situation assez classique, je dirais, c'est le cas d'un patient âgé qui a présenté dans les antécédents un accident vasculaire cérébral ischémique, dont il garde une hémiplégie droite séquelaire et qui présente depuis quelques jours une aggravation de déficit. Toujours la même chose. La même question, est-ce que c'est un malade qui vient de faire un nouvel AVC dans le même territoire ou bien est-ce qu'il s'agit d'un malade qui présente une crise épileptique qui a fait aggraver le déficit, même si on n'a pas la notion claire qu'il y a eu des convulsions. Ici, bien sûr, il y a une clé du diagnostic. La clé du diagnostic, c'est l'IRM de diffusion qui permet de montrer, comme vous le voyez très bien, un hypersignal typique qui est en rapport avec un AVC ischémique récent dans le même territoire. Excusez-moi, donc je n'ai pas un petit peu analysé la lésion. Donc la lésion séquelaire se manifeste sous la forme d'un hypersignal T2 et un hypersignal flair, avec, comme vous le voyez, une dilatation des espaces sous-arachnoïdiens en regard. Notez aussi un aspect de leucoencéphalopathie associé chez ce patient. Donc, retenir le seul moyen de faire la différence entre une épilepsie vasculaire ou bien l'installation récente d'un accident vasculaire cérébral, c'est la séquence de diffusion qui est caractéristique dans la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral.
Une autre situation, là aussi, je pense que vous l'avez vu, un malade qui présente une hémiplégie droite d'installation brutale avec aphasie et sur le scanner cérébral, vous le voyez très bien, il y a un aspect d'une hyperdensité spontanée, donc sur le sémois de l'artère sylvienne qu'on appelle la trobèle sylvienne. La question est, est-ce que c'est un thrombus? Bien sûr, sur ça, impossible de répondre. Et la clé, il y a une clé diagnostique là aussi, parce que justement cet aspect d'hypersignal spontané de la sylvienne peut se rencontrer dans plusieurs situations. Il n'est pas du tout spécifique de l'existence d'un thrombus au niveau de la sylvienne. Il peut être en rapport avec soit la présence d'une athérosclérose de la sylvienne, le fait d'une hémoconcentration, l'existence d'une tortuosité vasculaire, ou toutes les situations un peu où on a un petit peu de la stase vasculaire peut donner cet aspect, ces faux aspects, en fait. C'est une fausse image d'hyperdensité de la sylvienne. Et ici, justement, la clé du diagnostic, c'est les séquences de susceptibilité magnétique, que ce soit justement le T2 étoile ou bien ici le SUI, comme vous le voyez. C'est une excellente séquence qui permet d'analyser et de voir le thrombus et donc de diagnostiquer non seulement un thrombus intra-artériel, mais aussi cette séquence est très intéressante parce qu'elle permet d'étudier la longueur du thrombus et aussi sa nature, ce qui permet un petit peu justement d'avoir des conséquences sur le plan thérapeutique, en particulier par rapport à l'indication de la thrombectomie. Une autre situation un petit peu aussi qui peut prêter à confusion, c'est une femme de 36 ans qui présente une hémiplégie droite avec trouble du langage depuis 24 heures dans un contexte de céphalée. Là aussi, sans IRM, si vous voyez le T2, il y a un hypersignal capsulo-lenticulaire écodé à gauche qui se comporte un peu en diffusion, justement comme un hypersignal de diffusion. Par contre, l'ADC, qui est le coefficient apparent de diffusion, paraît normal ou bien même augmenté par endroits, comme le montre un petit peu la flèche en pointillé, ce qui rend un petit peu là aussi, vu le caractère récent de la lésion, que ce n'est pas ici, vu la normalité de l'accident du coefficient apparent de diffusion, du coefficient apparent de diffusion, pardon, j'éteins la normalité du coefficient apparent de diffusion fait que on ne va pas évoquer l'ischémique en premier. Et effectivement, ici, il s'agissait d'un infarcissement veineux dans le cadre d'une thrombose veineuse profonde. D'ailleurs, le T2, si vous l'avez remarqué, montre un hypersignal du sinus droit. Là, donc, je voudrais justement insister sur le fait que le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral ne vient pas du fait de la positivité de la diffusion négative. Et donc, le diagnostic de l'AVC à la phase aiguë se pose par le fait qu'il y a une restriction de l'ADC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire restriction de l'ADC? C'est tout simplement avoir un hyposignal correspondant à la zone, au niveau de l'ADC, correspondant à la zone où il y a l'hypersignal au niveau de la diffusion, comme le montre très bien donc les deux cas de figure que vous avez ici devant vous. Donc là, vraiment pour insister qu'on ne peut pas interpréter une diffusion dans le cadre de la pathologie vasculaire sans avoir bien sûr le coefficient apparent de diffusion qui est beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord, donc je continue. Donc, je disais, donc l'intérêt de l'ADC est beaucoup plus important que la diffusion. Pourquoi? Parce que justement, la diffusion peut être positive dans plusieurs autres situations et la positivité de la diffusion n'est pas du tout spécifique de l'AVC ischémique. Là aussi, donc, comme vous le voyez, vous avez plusieurs cas de figure avec une ADC positive, en particulier le premier cas où on est dans le cadre d'un AVC hémorragique,
Le deuxième, on est dans une hémorragie sous-arachnoïdienne, ou bien le troisième cas où on est dans une thrombose veineuse cérébrale. Donc, dans tous les cas, on peut avoir une diffusion positive. C'est l'ADC, même dans un processus tumoral, la diffusion peut être positive. Et donc, c'est sur la diminution de l'ADC qu'on peut juger du caractère ischémique de la lésion et non pas sur la diffusion. D'ailleurs, quand on a un hypersignal diffusion sans restriction de l'ADC, ça s'appelle le T2 shine effect, c'est-à-dire c'est tout simplement un effet T2 de la diffusion et non pas une vraie restriction à la diffusion. Donc, un autre cas, un patient de 72 ans, toujours pour montrer un petit peu l'intérêt de l'étude de la diffusion et de l'ADC dans l'accident vasculaire cérébral ischémique, un patient de 72 ans qui présente depuis 15 jours des céphalées et une somnolence. Et l'IRM donc montre un hypersignal au niveau de la région occipitale assez particulier, donc avec une prise de contraste qui a l'air d'être giriforme, mais un peu aussi atypique, avec une diffusion qui est tout à fait normale. Et là, donc, on aurait tenté, là aussi, on serait tenté de dire que diffusion normale, donc c'est pas un accident vasculaire ischémique. Eh bien, non, justement, là, c'est pour dire que la diffusion, quand elle est retardée et quand il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ancien, la diffusion peut être strictement normale. Bien sûr, dans ce cas-là, il s'agissait d'un AVC typique du territoire de l'artère sylvienne, cérébrale postérieure, avec cette prise de contraste qui est caractéristique de l'accident vasculaire cérébral. Ici, justement, pour vous montrer un petit peu l'évolution de la diffusion, la diffusion et de l'ADC qui est très importante, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a à analyser des séquences, que ce soit de diffusion, que ce soit de l'ADC ou même que ce soit des séquences en flair, il faut toujours se situer par rapport au moment de l'accident vasculaire cérébral parce que la diffusion peut justement diminuer ou le signal en diffusion peut diminuer de façon progressive en fonction de l'ancienneté de l'AVC, alors que justement la restriction ou l'hyposignal de l'ADC va là aussi disparaître pour laisser place à un hypersignal dont les AVC anciens. Donc là, je pense que vous avez donc un petit peu soupçonné le diagnostic, un malade qui se présente pour un AVC lacunaire sous forme d'une hémiplégie motrice pure et l'IRM en T2 montre un hypersignal T2 du putamen gauche et cette lésion en hypersignal T2 se manifeste en hyposignal T1. S'agit-il d'un accident vasculaire cérébral? Non. C'est un diagnostic différentiel de l'accident vasculaire cérébral qui est la dilatation des espaces périvasculaires qui peuvent parfois prêter à confusion avec une lacune. Mais effectivement, il faut toujours faire attention quand on est devant cette situation d'un AVC de petite taille, toujours regarder un petit peu les contours de la lésion. Quand il y a un hypersignal, comme on le voit sur le cliché, que ça suppose que la lésion est plus de type lacunaire, alors que dans Pardon, est-ce que vous m'entendez? C'est très bien comme ça. Il y a eu une petite coupure, mais… On m'appelle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que je dois répondre? Allô? Allô? Oui, oui. Donc, je croyais que c'était les gens les informaticiens qui m'appelaient. Donc, je disais, le diagnostic justement différentiel se fait, par la présence tout simplement d'un hypersignal de gliose autour de la lésion qui serait en faveur plus de la lacune, alors que dans les dilatations des espaces périvasculaires, on n'a jamais cet aspect. Donc ici, un autre cas d'une patiente de 67 ans qui présente une hémiplégie droite avec des troubles cognitifs à la suite d'une chirurgie des coronaires et le scanner C- montre un certain degré d'hypodensité de la substance blanche faisant évoquer une maladie des petites artères.
Mais comme vous le remarquez, ou je ne sais pas, est-ce que c'est visible, il y a à l'intérieur de l'hypotensité de petites plages d'hyposignal plus importantes que l'hypodensité de la substance blanche elle-même. Et effectivement, ici, l'IRM de diffusion a montré l'existence de plusieurs infarctus récents sous forme embolique et donc justement qui témoignent du caractère embolique de l'origine de l'accident vasculaire cérébral et non pas sur une maladie des petites artères. Donc, excusez-moi, bien sûr, là, pourquoi ce cas est très important? Parce qu'il ne faut pas se suffire du scanner pour poser le diagnostic étiologique d'un accident vasculaire cérébral, surtout quand on est dans une maladie des petites artères et que l'IRM est très importante et peut montrer des étiologies particulières, surtout quand on est, comme dans ce cas particulier, dans un contexte emboligène. Donc là, un autre cas de figure, une patiente de 34 ans qui est hospitalisée pour un infarctus cérébelleux et donc dont l'enjeu IRM montre un aspect un petit peu filiforme de l'artère vertébrale droite qui, vu un petit peu les circonstances, aurait pu faire discuter une dissection. Donc, bien sûr, là, c'est un diagnostic différentiel. Il s'agissait donc d'une hypoplasie de l'artère vertébrale à laquelle il faut toujours penser quand on a cet aspect filiforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic de dissection ne se base jamais sur des explorations vasculaires seules, mais sur l'IRM en coupe axiale, donc qui permet de montrer bien sûr l'aspect typique de la dissection sur l'IRM FATSAT, qui montre, comme on le voit ici, un hématome typique de paroi. C'est vraiment la seule image typique de dissection où on peut dire il y a un hématome de paroi, donc il y a probablement une dissection, alors que quand il y a juste un rétrécissement vasculaire, le diagnostic justement reste toujours posé. Dans ce cas-là, si vous voyez un petit peu l'angioscanner, ce que j'ai mis en CTA, l'angioscanner permet de montrer un signe très typique d'une hypoplasie vertébrale qui est un rétrécissement ou une étroitesse du foramen ovale de la vertébrale de la vertébrale droite qui est atteinte, comparé par rapport à la vertébrale contralatérale où là, vous voyez de façon évidente un foramen qui est beaucoup plus large qu'on voit. Et ça témoigne un petit peu que c'est quelque chose d'ancien depuis la naissance. Et c'est un signe très, très important pour poser le diagnostic des hypoplasies artérielles, d'ailleurs, que ça soit de l'artère vertébrale ou aussi dans les diagnostics d'hypoplasie de la carotide. Ici, juste pour vous montrer une autre variante artérielle d'hypoplasie du tronc basilaire qui est en rapport avec une naissance directe des artères cérébrales postérieures de la carotide qu'on appelle les artères cérébrales postérieures fœtales qu'il faut connaître parce que c'est une variante qu'on peut retrouver de temps en temps. Donc là aussi, toujours pour rester dans les explorations vasculaires cérébrales, un homme de 48 ans qui présente un AVC sylvien gauche et dont le scanner, justement, l'angioscanner montre, comme le montrent les flèches, un arrêt au niveau de la carotide, du bulbe carotidien droit, qui a l'aspect un peu sur l'image en B, pratiquement d'un aspect en flamme de bougie. Là aussi, est-ce que c'est une dissection? Est-ce que c'est un athérome? Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Là aussi, c'est une image piège, donc qui est en rapport avec au fait l'existence d'une diminution tout simplement du flux au niveau de la carotide interne qui est liée non pas à une occlusion au niveau de siège cervical, mais à une occlusion beaucoup plus haute, comme le montre très bien les séquences en artériographie, où vous voyez, on voit très bien le départ de la carotide, le bulbe carotidien, et on suit un petit peu la carotide interne jusqu'au niveau de sa terminaison. Donc là, il s'agissait au fait d'une occlusion de la terminaison de la carotide qui entraîne un aspect de pseudo-occlusion vu la diminution du flux
du flux d'aval. Il faut faire très, très attention à ce piège qui peut être parfois parfois à l'origine d'un retard, en particulier à la décision de la thrombectomie, parce que c'est pas du tout la même chose, l'indication n'est pas du tout la même quand on est dans une occlusion cervicale ou bien quand on est dans une occlusion en T, où là, la thrombectomie doit être indiquée en urgence. Donc là, je passe un peu aux artefacts, les artefacts en imagerie hémorragique. Donc, le premier cas, c'est une femme de 37 ans qui se présente pour des céphalées inhabituelles. Et là, je vous montre son IRM flair. Vous voyez très bien, normalement, les espaces sous-arachnoïdiens sont en hyposignal flair, alors que là, on a des espaces sous-arachnoïdiens en hypersignal flair, ce qui aurait pu faire évoquer, là aussi, le diagnostic d'une hémorragie méningée. Quand les espaces sont en hypersignal, c'est le premier diagnostic à évoquer sur le flair. Cependant, remarquez le caractère très particulier de cet hypersignal. Il est essentiellement à prédominance antérieure, donc c'est essentiellement les espaces sous-arachnoïdiens antérieurs, et aussi il prédomine sur les cornes frontales, et aussi le caractère très symétrique qui fait un petit peu douter du diagnostic de l'hémorragie méningée. Et là, en fait, c'est un artefact de l'IRM qui est lié à un artefact de susceptibilité magnétique, tout simplement lié chez cette patiente à la présence de matériel dentaire, qui fait que, justement, là aussi, c'est un peu les séquences de susceptibilité magnétique, en particulier le T d'étoile, qui permet de poser le diagnostic en montrant, comme vous le voyez très bien, un vide d'écho. Et c'est ça ce qui, au fait, entraîne un petit peu une perte on a une absence de la suppression du SCR au flair qui donne cette fausse image d'hémorragie méningée et donc d'hypersignal au niveau de cette séquence particulière. Un autre cas de figure toujours qui peut poser le diagnostic différentiel avec une hémorragie cérébrale, ici le cas d'une patiente de 54 ans qui présente de façon brutale des mouvements anormaux de l'hémicorps droit. Et dans le scanner C- montre un hypersignal du noyau lenticulaire qu'on voit aussi la même chose sur la séquence T1 sans injection de produit de contraste. Donc, hypersignal C-, hypersignal T1. Là, je pense que vous avez évoqué le diagnostic. On aurait pu, justement, là aussi, évoquer une hémorragie du noyau lenticulaire. Mais au fait, là, c'est un diagnostic qu'on commence à connaître, c'est l'hyperglycémie sans cétose ou le syndrome hémicorrhée-hémibalisme sur un diabète sans cétose. Là, c'est des images vraiment typiques qu'il faut connaître. Le cas d'un patient de 82 ans qui présente des troubles cognitifs et une hémiplégie droite brutale et dont l'IRM montre tout simplement un hématome. Un hématome à cet âge, le premier diagnostic, c'est une angiopathie amyloïde. Est-ce que c'est une angiopathie amyloïde cérébrale? Ça aurait pu être, on est dans un hématome lobaire, mais la séquence T1 avec injection de produits de contraste montre des petits signes qui auraient pu un petit peu là aussi faire soupçonner autre chose, en particulier la tête de flèche qui montre un aspect peut-être nodulaire au niveau d'une partie de l'hémorragie et aussi une prise de contraste au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Effectivement, ici, c'était le cas d'une métastase hémorragique d'un mélanome. D'ailleurs, il y a plusieurs cancers qui peuvent donner des métastases hémorragiques. Vous avez les métastases hémorragiques peuvent être uniques ou bien parfois ils peuvent être multiples, comme le montre l'autre image. Et bien sûr, il y a plusieurs cancers qui peuvent donner, il faut les connaître parce que parfois les hémorragies cérébrales peuvent être révélatrices d'un cancer méconnu. Le mélanome, un chef de file, bien sûr, mais il y a aussi le carcinome rénal. On a eu le cas d'une patiente qui a eu le même tableau, un tableau d'hémorragie multiple, une jeune femme qui était enceinte et malheureusement c'était un choriocarcinome. C'est l'un des cancers qui donnent beaucoup de métastases hémorragiques et bien sûr il y a d'autres, notamment la thyroïde, le sein et le foie. Pour rester un petit peu sur les diagnostics différentiels, toujours des hémorragies multiples et donc de l'angiopathie amyloïde cérébrale chez le sujet âgé. Donc on voit là,
Pardon? Une moins d'une minute, hein. Attention. Ah, pardon. Donc là, des lésions axonales diffuses ou bien une cavernomatose multiple. Là, donc, je termine. Donc là, c'est le cas d'un patient qui présente une lésion qui ressemble à un processus expansif intracérébral, mais regardez, il y a les flèches, les grosses flèches qui montrent une ligne d'artefact qui est une ligne d'artefact qu'on appelle artefact de pulsatilité. C'est tout simplement le caractère, c'est un artefact qui renvoie au caractère pulsatile de la lésion et donc au caractère vasculaire de la lésion. Ici, c'était un anévrisme géant de la terminaison de la carotide. La même chose pour vous montrer l'artefact de pulsatilité sur un anévrisme de la communicante antérieure. Je termine très rapidement. Donc là, c'est juste pour vous montrer le diagnostic d'une thrombose veineuse cérébrale. Faites attention toujours à analyser toutes les séquences, en particulier les séquences en T1, comme le montre la petite étoile, qui montre un hypersignal T1 du sinus latéral, qui est là aussi la clé du diagnostic pour dire que c'est un petit infarctus, c'est en rapport avec une thrombose du sinus latéral. Donc la même chose, là c'est juste pour montrer le cas d'une thrombose d'une veine cérébrale où là aussi le diagnostic vient par la séquence T2 étoile. Là, je pense que tout le monde l'a compris. Là, au fait, je termine par montrer ce cas qui, là aussi, parfois peut poser des problèmes, en particulier chez les femmes qui se présentent dans un tableau d'hypertension intracrânienne et dont l'angio-IRM montre une absence de visualisation du sinus latéral. Le plus souvent, il s'agit, en particulier, là aussi, il faut analyser les autres séquences, en particulier les séquences T1, où vous voyez très bien, il y a un petit sinus latéral gauche comparé au sinus droit, qui est tout à fait normal sur les séquences T1 sagittales. Et bien sûr, le T1 avec injection du produit de contraste, vous voyez qu'il y a une canalisation, au fait, il y a un passage au niveau du sinus latéral, ce qui fait qui permet de dire qu'on n'est pas dans le cas d'une thrombose du sinus, mais plutôt dans le cas d'une hypoplasie du sinus latéral gauche. Regardez ce qu'aurait donné l'IRM si on était dans le cadre d'une thrombose du sinus latéral où vous avez l'hypersignal typique sur les séquences T1. Un dernier diagnostic aussi à ne pas oublier quand vous avez une image de vide sur les séquences d'angio-IRM, les images de vide correspondent à tout simplement à une hypertrophie des granulations de Pacchioni qui peuvent parfois être prêtées à confusion, un thrombus au niveau d'un sinus. Donc, je termine par dire que les sources d'erreur et les artefacts en imagerie vasculaire sont multiples, qu'il faut insister pour avoir une IRM de qualité, une IRM complète, c'est-à-dire avoir vraiment toutes les séquences finies en fonction de la situation clinique. J'insiste encore une fois sur les séquences de diffusion qui doivent être toujours associées à des séquences d'ADC et que il ne faut plus accepter d'avoir ou bien d'analyser des séquences de diffusion sans avoir l'ADC et aussi l'intérêt du T2 étoile là aussi qui doit faire partie intégrante du bilan imagerie dans pratiquement toutes les pathologies vasculaires cérébrales. Je vous remercie.